Donc la question de la reprise des OQTF, en tout cas ceux qu'on a sous la main dans les CRA, elle se résout par un rapport de force diplomatique. Eh bien, ce rapport de force, il a été, pardon de le dire, abandonné. On est humilié par l'Algérie. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre chaîne YouTube. Vous êtes plus de 500 000 aujourd'hui à nous avoir rejoints, nous nous en félicitons. Ça continue à monter, donc revenez à chaque fois plus nombreux. Nous, ça nous va très bien. Merci à tous pour ce succès. Abonnez également, je le rappelle souvent, mais de l'application, si vous voulez voir nos documentaires, si vous voulez voir des bonus, l'avis de la rédaction, les making-of de reportages et plein d'autres choses. C'est 5 € par mois, 2 € pour les étudiants. Je le précise, ça vaut le coup d'aller voir ce qui est notre cœur de métier, c'est-à-dire le documentaire à l'étranger en général, Ukraine, Afghanistan, récemment au Congo. Et je vous présente encore, parce qu'il est encore en kiosque, le dernier magazine d'Omerta, Congo, Silence on tue. Un reportage effectué l'été dernier au Congo RDC, sur lequel nous avons beaucoup mis l'attention. Notre mission chez Omerta étant souvent d'aller dans les endroits où les autres ne veulent pas aller, ne peuvent pas aller ou ne veulent pas aller, justement. Et voilà. Donc, merci à tous d'être présent pour cette nouvelle édition du Grand Entretien. Alors aujourd'hui, je reçois Pascale Pierrat. Bonjour Pascale. Bonjour Régis Le Sommier. Alors c'est la première fois que vous venez dans le Grand Entretien d'Omerta. Et je vous présente pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, députée européenne, vous appartenez au groupe Patriotes pour l'Europe, mais, on va beaucoup parler de ça, vous êtes également magistrate pénaliste. Monde de la magistrature qui évidemment pose toujours des interrogations, pose à chaque fois, c'est un peu on a l'impression l'âme damnée de la justice française. Et venant du monde judiciaire, quel est à l'heure actuelle le diagnostic que vous posez sur l'état de la justice en France? On a eu Éric Dupond-Moretti, maintenant on a Gérald Darmanin. Comment vous jugez tout ça? Vous me parlez de diagnostic, moi je vous réponds que le pronostic vital est engagé. J'ai effectué toute ma carrière dans le monde judiciaire. J'ai été pendant 10 ans avocat au barreau de Paris. Ensuite, je suis rentrée dans la magistrature et j'ai fait 23 ans de magistrature avant de devenir député européen. C'est un poste absolument privilégié pour voir les évolutions de la société. Et je dirais qu'en 30 ans de carrière dans le monde judiciaire, on a le temps de voir les mouvements qui traversent la société, le changement de nature de la violence, sur lequel on reviendra peut-être, et l'effondrement véritablement de la réponse, en particulier pénale. Moi, j'étais magistrat pénaliste. L'effondrement de la réponse pénale qui explique, je pense en partie, l'incompréhension de nos concitoyens face à un certain nombre de décisions qu'ils jugent trop laxistes. Vous pensez que la justice était plus sévère autrefois ? Je ne dirais pas cela comme ça. Je ne peux pas le dire parce que les statistiques montrent que les peines de prison, par exemple, ont tendance à augmenter tant dans leur quantum que dans leur nombre. Donc on ne peut pas dire que la justice soit globalement plus laxiste. Mais il y a maintenant les réseaux sociaux, il y a beaucoup de journalistes qui s'intéressent au phénomène judiciaire. Et il est vrai qu'il y a un certain nombre d'affaires qui sont portées à la connaissance du public de façon précise, et le public précisément ne comprend plus un certain nombre de choses. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui des peines qui sont prononcées, qui ne sont pas effectuées. Ça, si vous voulez, les gens ne peuvent pas le comprendre. C'est absolument insupportable. Quand on se rend compte que quelqu'un qui commet un très grave trouble à l'ordre public, une très grave infraction pénale, aurait dû, au moment de la commission des faits, être encore incarcéré au titre de sa précédente condamnation, si vous voulez, les mots manquent pour dire la colère des gens.
Les victimes ne peuvent pas le comprendre, par exemple. C'est la même chose pour tout le volet des OQTF, dont on sait qu'un certain nombre commettent un certain nombre d'infractions. C'est pas moi qui fais le lien, c'est le ministère de l'Intérieur lui-même qui fait ce lien entre insécurité et immigration. Quand vous avez une fille qui se fait agresser par un OQTF, mais que dire aux parents ? Que dire aux parents si ce n'est, il n'aurait pas dû être sur le territoire. Et vous comprenez bien qu'à l'échelle... Philippine, Lola... Absolument. Vous comprenez bien qu'à l'échelle du public, je pense que ce genre de phénomène explique aussi le fort degré de mécontentement des gens par rapport à la justice. Vous appartenez au groupe RN. Demain, j'ai eu Gilbert Collard il n'y a pas longtemps. Je lui posais la question de savoir s'il serait, comme un peu l'avait fait Éric Dupond-Moretti à son époque, c'est-à-dire changer de casquette, d'être avocat et de devenir ministre de la Justice, garde des Sceaux. Quelle serait la principale mesure que le RN prendrait pour changer la justice? Il y a eu des investissements. À l'époque de Dupond-Moretti, le budget de la justice, disait-il, était record. On sent bien que ce n'est pas qu'une question de budget. Est-ce que c'est une question de motivation politique aussi ? C'est d'abord une question de motivation politique. Moi, j'ai tout connu en 30 ans, des revirements des politiques pénales, où les politiques étaient à la fois pris par l'idée qu'il fallait désengorger les prisons pour admettre d'autres gens, et à la fois être plus répressif et mettre les gens en prison. Enfin, vous voyez que tout ça n'a aucune cohérence. En fait, je pense, et les propositions du RN sont pertinentes à cet égard, qu'il faut repenser un certain nombre de fondamentaux. D'abord en termes d'infraction. L'intégrité physique doit être sacralisée. L'intégrité physique des policiers, des pompiers, des magistrats, des infirmières, etc., doit être sacralisée. Alors, on sacralise ça comment ? On met des peines planchées. Il faut que la réponse judiciaire par rapport à un certain nombre d'infractions, et notamment l'atteinte à l'intégrité physique, soit totalement réévaluée, totalement rehaussée. Mais évidemment, tout ça s'inscrit dans un ensemble. Je prends un exemple. Vous me parliez de Dupond-Moretti. Prenons les premières promesses d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, quand il est arrivé à la présidence de la République, avait promis 15 000 places de prison. Places de prison, bon. J'allais le dire. Aujourd'hui, on doit en être à 3 500, il nous en doit 12 000. Bon. Quand on fait ce constat-là, on ne peut pas accepter que Gérald Darmanin, il y a quelque temps, nous explique que finalement, ils vont en construire 3 000 de plus. Enfin, si vous voulez, c'est pas du bon taux à un moment donné. Ouais. Les plans bâtimentaires, par exemple, c'est quelque chose qui s'évalue 10 ans à l'avance. Il faut avoir des budgets. Moi, j'ai analysé, par exemple, l'exécution du budget de la justice en matière de prison, par exemple, l'année dernière. Bon, eh bien, vous avez des lignes de budget, et simplement, vous n'avez pas les crédits débloqués derrière. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu faire face à telle urgence, notamment l'évasion de Mohamed Amra. On a là réhabillé Paul en déshabillant Jacques. Et si vous voulez, on est sans arrêt en train de faire un espèce de jeu de bonneteau dans lequel on promet beaucoup de choses et puis à la fin, rien ne se passe. Pour continuer sur les prisons, il y a quelques mois, Gérald Darmanin, je me souviens très bien, posait en première page du JDD devant les plans de la prison de Saint-Laurent-du-Maroni. Bon. Le nouveau bagne. Voilà. Alors évidemment, tout ça a été très spectaculaire. Et il nous annonce à cette occasion que là, ça y est, on va construire une prison digne de ce nom à cet endroit, etc. Ce qui est une nécessité, attention, parce que la situation est presque perdue en Guyane. Mais quand on regarde les documents, on se rend compte de quoi ? Cette annonce, elle est faite courant 2025. En réalité, les budgets ont été accordés en 2017. Ça veut dire qu'en 2025, on continue de poser devant les plans de la prison ? Vous voyez bien que quelque chose ne va pas. L'exécution n'a pas eu lieu. Je crois pouvoir dire que c'est à peu près la même chose pour les policiers. Enfin, on a découvert avec stupéfaction il y a quelques semaines qu'il n'y avait plus de budget pour habiller les policiers. Oui. Bon, si vous voulez, la justice, c'est pareil. Mais alors, pour revenir quand même sur ça, le public,
peut le savoir, mais disons que ce n'est pas ce qui lui saute au visage. Vous avez évoqué l'évasion de Mohamed Amra. Mohamed Amra était, on va dire, un petit dealer, moyen dealer, on va dire, originaire de Rouen, qui à un moment touche le milieu marseillais, et son évasion vient prouver qu'il est monté dans la hiérarchie, parce que on ne fait pas s'évader quelqu'un comme ça en tuant deux surveillants. Donc là, il y a un côté cartel, il y a un côté trafic de drogue. On se dit, ça devient tentaculaire. Vous avez Abdeslam, qui est retrouvé dans sa cellule avec une clé USB sur laquelle il y a des plans dessinés par son ex. Permettez-moi de vous interrompre. Qui est retrouvé dans sa cellule de la prison de haute sécurité dans laquelle il vient d'être enfermé. Oui, dont d'ailleurs régulièrement... Et dont on nous promettait que rien ne se passerait à l'intérieur de cette prison. Et dont régulièrement il se plaint d'ailleurs du traitement. Bref, il arrive à avoir ça. Je crois que c'est ça qui choque le plus les gens. C'est-à-dire que des gens qui sont censés... Et quand on creuse encore plus, parce que là, à chaque fois, on a l'impression que... Déjà, il a une clé USB dans sa prison de haute sécurité. Ce qu'il y a dessus, c'est lié à un acte terroriste. Avec Mohamed Amra, on s'est rendu compte qu'il pilotait des opérations de deal depuis sa prison avec des téléphones portables. Mais c'est une opération courante. Comment ? Mais là, vous arrivez au pouvoir demain, vous les mettez à l'isolement, parce que c'est ce que veut faire Darmanin. Amra devrait être le premier occupant d'une espèce d'Alcatraz pour dealer de haut vol. Mais ça va se faire. Vous appuyez ce genre de méthode mais évidemment que je l'appuie. Alors, je ne découvre pas non plus qu'on est encadré par un certain nombre de règles, notamment européennes d'ailleurs, qui ont beaucoup nui, par exemple, au domaine carcéral, puisque les fouilles, maintenant, c'est beaucoup plus compliqué au regard de ces règles, etc. Mais là aussi, je crois qu'il faut sortir des coups de com'. Il faut mettre les choses sur la table, mais avec une vision à long terme. Revoir les plans bâtimentaires. Il faut réévaluer la carrière de ceux qui surveillent les prisons. Parce que vous comprenez bien que si vous payez des agents pénitentiaires à 1 700, 1 800, 2 000 euros, vous n'empêchez pas les possibilités de corruption et surtout, vous ne donnez pas à ces gens non plus la dignité et la reconnaissance dont ils ont besoin pour faire un métier difficile. Vous voyez, il y a tout un... C'est une question de système à repenser, en fait. Mais évidemment, il faut être beaucoup plus dur, comme en Italie. J'ai visité, il y a peu de temps, un établissement de haute sécurité en Italie. Je peux vous dire que c'est tenu. Oui. C'est tenu. L'Italie alors, est-ce que c'est le modèle à suivre, étant donné que l'Italie a une approche lutte contre la mafia ? Exactement. Avec des juges désignés, parfois des juges qui payent de leur vie Exactement. aussi. C'est-à-dire une approche plus globale, alors qu'en France, on reste dans le traitement de la délinquance, en fait. Mais il y a aussi, du droit commun. Et c'est là aussi qu'il y a quand même une question de moyens. Alors, les moyens ne sont pas tout, moi j'en conviens parfaitement. Les moyens n'ont pas de sens s'ils ne sont pas dictés par une volonté, orientés par une volonté. Mais je vais vous citer un chiffre. Ce sont les chiffres du Conseil européen. Ça s'appelle le CEPEJ, qui tous les 2 ans recense l'état des juridictions en Europe. Bon, il faut savoir que en Europe, la moyenne pour 100 000 habitants, il y a 22 juges du siège. Bon, en France, c'est 11. Passons aux chiffres des procureurs. La moyenne en Europe, dans notre groupe de pays comparables, c'est 11 procureurs pour 100 000 habitants. Vous savez combien on a de procureurs en France? Pour 100 000 habitants, on en a 3. Donc vous voyez bien qu'il y a aussi une question mathématique. Il y a évidemment la volonté, la réflexion de fond et d'envergure, bien sûr, mais il y a évidemment une question de moyens. Le problème, c'est que on court après le dernier wagon sans arrêt. Sans arrêt. Donc, on fait de la gestion à flux tendu, y compris pour les prisons d'ailleurs, où on assimile presque ça de la gestion hôtelière, avec du roulement. Vous comprenez? Donc, quel est le sens de la peine dans ces cas-là? Comment voulez-vous qu'on arrive à faire aux gens les peines jusqu'au bout?
Alors déjà, il faudrait modifier un certain nombre de règles d'aménagement de peine, parce que ça, c'est plus possible non plus. Si vous voulez, à un moment donné, les gens qui payent la justice, qui sont les contribuables quand même, les justiciables, pour rétablir une confiance, ils ont besoin de savoir que la peine prononcée est la peine qui va être exécutée. Enfin, ça me paraît être le minimum. Tout à fait. Est-ce que... Alors, autre question, évidemment, on a effleuré déjà ces questions du trafic de drogue où on est face à un phénomène exponentiel avec des nouvelles drogues. Oui. Là, je ressors d'un séjour avec la police municipale de Perpignan et j'ai découvert, par exemple, qu'il y a un marché du protoxyde d'azote, qui est un gaz qui sert à gonfler les ballons, d'habitude. Qui devient un gaz hilarant et qui est utilisé, on va dire que c'est une sorte de drogue du pauvre, mais sur un point de deal de protoxyde d'azote, parce qu'il y a des points de deal, on peut gagner jusqu'à 5 000 € par jour dans une ville comme Perpignan. Aujourd'hui, la police, la justice ont des moyens qui ont certes augmenté par rapport à une certaine époque, mais en face, on a des gens dont les moyens sont exponentiels. C'est-à-dire c'est devenu... Alors, première question, première constatation, les policiers appellent ça, c'est revenu plusieurs fois comme expression, vider l'océan à la petite cuillère. Et deuxième constat, qui est fait par plusieurs policiers, frapper le consommateur, mettre des amendes, arrêter le consommateur. Qu'est-ce que vous prônez face à ce déséquilibre? Parce qu'on voit bien ce qui se passe. On voit bien que si on a des cartels qui sont en train de... voir ce que disaient les magistrats de Marseille cette année. Marseille est une narcocité. Pour lutter contre ça, est-ce que finalement, ce n'est pas l'option du consommateur? Ah mais oui, mais moi j'ai connu un temps, il y a une vingtaine d'années, où le consommateur, quand il était arrêté, quand il était contrôlé par la police, si c'était son premier contrôle, on lui donnait ce qu'on appelait une injonction de soins, et puis s'il n'allait pas à l'injonction de soins, eh ben, on en tirait des conséquences. Et s'il avait déjà été contrôlé dans le même cadre, eh bien il déférait au tribunal. Voilà, donc ça n'a pas jamais existé, si vous voulez. Il suffit de prendre des... Il suffit de prendre des mesures. Alors qu'on d'appliquer des lois, peut-être. D'appliquer des lois, oui. Là aussi, il n'y a pas besoin de recréer beaucoup de choses. On a un arsenal législatif qui est quand même très complet. Mais vous voyez, alors, ce qui a empêché de continuer dans cette politique, c'est d'abord un phénomène de société qui a consisté à banaliser l'usage de drogue dont on dit qu'il est festif. Oui. Vous voyez, il n'y a rien de festif à devenir paranoïaque parce qu'on prend de la drogue. Hein. Enfin, voilà. D'autant qu'avant, le shit, on pouvait peut-être dire OK, mais comme la cocaïne a remplacé le shit, bien sûr, on est quand même face à des conséquences physiques assez rapides sur l'organisme. D'ailleurs, je fais une incise. Moi, dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu à surveiller les hospitalisations d'office. Bon. Et à visiter les gens qui étaient hospitalisés d'office. Il y a un nombre considérable de jeunes qui ont développé des schizophrénies, des problèmes mentaux de toute nature, consécutivement à la consommation de la drogue. Bon, est-ce que ça, c'est pas un vrai problème de société ? Si. C'est un vrai problème de société. Vous voyez ? Ça, c'est un vrai problème de société. Mais sur les 15 dernières années... Parfois, il y a des séquelles irréversibles. C'est pas simplement de la constatation. Mais du tout. Pas un état de maladie provisoire. Du tout. Et d'ailleurs, je dirais que dans 100% des cas où j'ai interrogé ces jeunes en leur demandant s'ils avaient une idée de la façon dont les choses avaient basculé pour eux, dans 100% des cas, ils identifient très bien que c'est la consommation de stupéfiants. Dans 100% des cas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça ? Rien du tout. En fait, rien du tout. On banalise, on qualifie cette consommation de festive. Vous voyez, on a déplacé le curseur des priorités sensiblement. Et puis, ça tombait bien parce que de toute façon, on n'a pas assez de policiers pour contrôler. Puis, il y a des choses plus graves à contrôler, etc., etc. Et ben, c'est comme ça qu'on en arrive là. À force de petits renoncements et de sémantiques qui changent.
sur l'administration des quartiers, entre guillemets, est-ce qu'on est aussi dans une forme de laxisme avec, on va dire, une tolérance pour le trafic de drogue dans certaines municipalités parce qu'il n'y avait pas d'emploi, parce que finalement ça générait de l'argent et que, en gros, ça les occupait. Maintenant qu'on est face à des véritables fiefs avec des points de deal où ça rapporte, alors pour la ville de Perpignan, c'est entre 30 et 40 000 euros par jour. Pour Marseille, c'est jusqu'à 80, voire 100 000. Est-ce qu'on n'est pas dépassé par un phénomène qu'on a toléré ? Ah, mais c'est le constat que je fais. On est dépassé par un phénomène qu'on a toléré et maintenant on ne sait plus comment faire, comment courir assez vite après le dernier wagon. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. Donc il y a quand même une responsabilité des pouvoirs publics. Et pour en revenir à mon propos liminaire, voyez, ce que m'a vraiment montré ce métier de magistrat pénaliste, c'est d'avoir eu la chance d'observer la distorsion qu'il y a entre la réalité et les politiques pénales qui sont menées. Et à un moment donné, vous vous rendez bien compte que rien ne vient rien changer. Et que les choses, en réalité, s'aggravent. Très bien. Évoquons maintenant la question de la dimension européenne, puisque vous êtes député européen. Pour vous, l'Europe aggrave ces phénomènes ou y a-t-il une issue par l'Europe ? Alors, ou est-ce que, comme on l'entend souvent, les normes européennes nous rattrapent, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ça y est, elles nous ont rattrapés. La Je vous rassure, elles nous étouffent déjà. Oui. En fait. Quel est votre sentiment ? En fait, faut partir d'une constatation qui est objectivable. L'espace Schengen. L'espace Schengen qui permet la circulation des capitaux, des biens et des personnes, ça fait que Naël, quand il est au volant de sa voiture, avec les conséquences qu'on connaît, eh bien, il est au volant d'une voiture polonaise. Voilà, qui lui a été louée par un obscur loueur de je ne sais pas où, par exemple. Mais voyez, cette facilité de mobilité, en fait, elle est évidemment très nuisible, et c'est la raison pour laquelle il faut absolument envisager aussi la poursuite de tous ces phénomènes, les enquêtes, etc., à un niveau de coopération européenne. Alors c'est un peu le cas, Europol existe, c'est un peu le cas, mais moi je ne parle pas des institutions européennes, je parle de coopération entre polices qui soit réellement efficace, parce que là, vous n'avez, si vous voulez, les affaires maintenant sont, les affaires importantes, sont absolument transnationales. J'en parlais il y a quelque temps avec le procureur de Naples. Le procureur de Naples, c'est un procureur qui est sous protection depuis 1989. Voilà. C'est un homme qui vit avec des gardes à ses côtés qui ne sont jamais à plus de 5 mètres de lui et qui a déjà connu 2 attentats. Bon. J'ai eu la chance de le rencontrer et de pouvoir évoquer avec lui les choses. L'Italie est très en avance parce que l'Italie perçoit depuis plusieurs dizaines d'années ce caractère transnational à travers la mafia. Oui, donc ils sont très en avance sur les enquêtes. Et je vais vous dire, moi ce qui me frappe, c'est qu'ils sont décomplexés dans les poursuites. Ils ont parfaitement identifié les points de passage avec l'Europe, les ports qui posent d'énormes problèmes, les frettes dans des montants colossaux en fait. Bon, les migrations aussi qui peuvent aussi servir de vecteurs. Tout ça est assez bien identifié chez eux et chez eux, il y a dans la politique pénale réellement une priorité qui est donnée à la lutte transfrontière, justement, pour les affaires complexes. Alors, nous aussi, en France, nous avons des juridictions spécialisées en criminalité organisée, bien sûr. Mais peut-être que cela joue encore trop à la marge. Vous avez évoqué la question de l'immigration. Quand on s'était rencontrés la première fois, on avait parlé de la question des CRA. Qui, visiblement, en dépit des efforts déployés par M. Retailleau et d'autres qui ont eu à charge d'essayer de faire en sorte que les OQTF soient exécutés, on
on se trouve toujours avec certains pays comme l'Algérie, notamment, avec une fin de non-recevoir. On résout ça comment si, par exemple, le RN arrive au pouvoir demain? Alors, la question de l'exécution des OQTF, d'abord, il y a ce fameux délai de 30 jours pendant lequel on laisse à la personne une possibilité de retour volontaire. Bon, là, vous avez compris que le bât blesse. Bon, ça, c'est une règle européenne, hein, c'est la directive de 2008. Ça, vous avez compris qu'on ne peut pas y arriver comme ça. Je crois que de façon plus large, il faut impérativement inscrire cette question dans la question diplomatique. Parce que ce qui se joue, c'est un rapport de force. Tant que vous octroyez des visas, tant que vous octroyez des facilités de transfert de fonds, tant que vous octroyez des aides, il ne peut rien se passer parce que vous ne faites pas pression. Donc la question de la reprise des OQTF, en tout cas ceux qu'on a sous la main dans les CRA, elle se résout par un rapport de force diplomatique. Eh bien ce rapport de force, il a été, pardon de le dire, abandonné. On est humilié par l'Algérie. Enfin, vous vous rendez compte qu'après avoir passé plusieurs années en distribuant de façon très parcimonieuse les laissez-passer, ils finissent maintenant par s'amuser avec nous en distribuant le laissez-passer et en refusant au type de le laisser rentrer quand on le ramène. Enfin, là, on ne connaît pas pire humiliation, en fait. Donc, évidemment, là aussi, il y a une question de volonté. Enfin, de toute façon, la volonté, c'est le moteur de la politique si on veut faire changer quelque chose. Alors, dans nos rapports avec l'Algérie, parce que je me suis pas mal penché ces derniers temps, on se rend compte que, donc, on va revenir justement sur ce vote sur l'accord de 1968, que le RN a considéré comme étant une victoire, même s'il n'est pas... ça n'a pas de force contraignante. Voilà, exactement. Mais enfin, ça montre quand même une certaine tendance. Ce qu'on remarque, c'est que ces fameux accords de 68 et ceux de 62 qui le précédaient étaient quand même marqués par une volonté du général de Gaulle de se débarrasser de la question du problème algérien le plus rapidement possible, quitte à être extrêmement généreux, on va dire, avec l'ancien adversaire, et que cet accord de 68, il est hyper avantageux. Du coup, la plupart de ses successeurs, pas simplement Emmanuel Macron, mais ont eu une position relativement conciliante, on va dire, sans jamais ou presque qu'il n'y ait de rapport de force. Le RN a indiqué qu'il y aurait rapport de force. Comment, dans quel cadre, comment vous mettez ça en place? Vous supprimez les visas? Comment ça se passe? Alors, la suppression des visas... Et la révision de cet accord, vous la rendez effective? Évidemment, la révision de ces accords. Ces accords sont devenus totalement obsolètes. Je crois que maintenant tout le monde le comprend. Et puis alors même, je vais pas vous tout dire... le monde, il y a certains élus écologistes, j'ai vu... Oui, alors écoutez, moi je leur renvoie l'argument de la discrimination. Et pourquoi un Algérien serait mieux traité qu'un Malien? Enfin, il n'y a aucune raison en fait. Il n'y a aucune raison. Alors, évidemment, il faut dénoncer. D'ailleurs, c'est un signe fort, cette résolution. C'est un signe fort parce que tout le monde a compris, bien sûr, que ça n'a pas de valeur contraignante. Mais c'est quand même la voix d'une institution, le Parlement, qui s'exprime pour une fois et qui somme le gouvernement de faire quelque chose. Et là, vous avez vu d'ailleurs que la Macronie était assez confuse parce que Laurent Nunez, de son côté, a indiqué que, oh là là, il n'était sûrement pas question de toucher à tout ça. Pendant que le ministre qui est chargé des relations avec le Parlement, lui indiquait qu'en effet, il faudrait peut-être se pencher sur la question. Donc vous voyez, c'est un message qui est envoyé et qu'en fait, le pouvoir ne peut pas ignorer. En fait. Et puis, le droit, c'est ça, les relations internationales, c'est ça. Les traités ont un temps et quand les conditions du traité ne sont plus remplies, on change les conditions, tout simplement. Enfin, rien n'est jamais figé. Oui, bien sûr. Comment... Alors, je disais tout à l'heure que les successeurs de Gaulle, eux, n'ont pas fait preuve d'un extrême courage dans le cadre de la question algérienne. Emmanuel Macron, par contre, il commence déjà... la colonisation est un crime contre l'humanité. Il commence à lâcher beaucoup de lest. Pourquoi, selon vous, Boualem Sansal vient d'être libéré, mais pas grâce à nous,
grâce au président allemand. Exactement. On remercie quand même Tebboune. Non, mais là, l'humiliation est à son comble. Mais pourquoi là. Ah ben parce que... Pourquoi Emmanuel Macron est-il si peu désireux d'engager, ne serait-ce que verbalement Oui. Pourquoi alors d'abord, il faudrait lui poser la question à lui. Bien sûr, c'est lui qui aurait la meilleure réponse. Bien sûr, mais c'est quand même... je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas perçu le rôle diplomatique historique de la France et qui est passé à côté de tous les enjeux diplomatiques qui existaient. On s'est fait mettre dehors, il n'y a pas d'autre terme, d'un tas de pays africains. On est la risée d'un certain nombre de pays dans le monde aujourd'hui, quasiment chaque semaine. Trump. Voilà. Et quel que soit d'ailleurs le bloc d'appartenance. Enfin, voilà. Quel que soit le sujet. Et quel que soit le sujet d'ailleurs. Voilà. Donc là on a un président qui n'a pas de vision diplomatique et qui d'ailleurs a supprimé le corps diplomatique, enfin, il faut quand même s'en souvenir, qui ne veut pas de ces règles-là. Enfin, moi, j'imagine qu'il envisage ça comme des arbitrages personnels qu'il a à faire. Voilà. Bon, évidemment, la diplomatie, c'est pas ça, surtout quand on est la France et qu'on a le passé qu'on a. Et aujourd'hui, c'est absolument terrible parce que on ne pèse plus rien. Alors, heureusement, un certain nombre de pays nous gardent de l'estime et sont comme un certain nombre d'entre nous. Ils attendent que ça se passe, en fait. Mais je crois que la France doit impérativement retrouver la posture qui a toujours été la sienne en matière de droit international. Alors, la présidente de votre parti est toujours en suspens de savoir si... la mesure exécutoire sera confirmée en appel l'année prochaine. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez qu'elle a une chance de se présenter en 2027 ? Voilà, qu'est-ce qui se passe sinon ? Alors évidemment qu'elle a une chance. Évidemment qu'elle a une chance. Écoutez, le jugement qui la condamne est un jugement qui est un tel ovni juridique que je ne peux pas imaginer une seconde que la Cour d'appel ne revienne pas dessus. L'impression que j'ai eue en lisant ce jugement, c'est que la présidente avait fait de cet acte judiciaire véritablement un acte de messianisme. Vous voyez, elle a fait le bien de la France en supprimant Marine Le Pen judiciairement. Voilà. Donc évidemment, ça ne va pas. Alors elle a utilisé tout un tas d'expressions qui ne sont d'ailleurs pas des expressions juridiques. Enfin, j'ai en tête l'ordre public démocratique. Enfin, pardon, enfin, pas encore. Oui. Pas encore. Donc ça ne va pas. Donc il y a de tels excès, pour ne pas dire de telles outrances, que je ne peux pas imaginer que des juges raisonnables ne reviennent pas là-dessus. Pour Nicolas Sarkozy, ils sont allés jusqu'à l'emprisonner. C'est pas le même cas de figure. Non, c'est pas du tout le même cas de figure. C'est l'exécution provisoire. Non, c'est l'exécution provisoire s'agissant de Marine Le Pen porte sur une peine complémentaire d'inéligibilité. Alors que là, Nicolas Sarkozy a vu un mandat de dépôt différé, mais enfin une peine de prison exécutoire, en raison, nous dit le juge, de la gravité des faits. Donc c'est pas tout à fait pareil. Ça vous a choqué ? C'est pas tout à fait pareil. Pour tout vous dire, j'ai commencé à lire le jugement de 473 pages pour me faire une idée et je ne l'ai pas encore terminé. Donc je serais embêtée en tant que magistrat d'avoir à donner un avis définitif sur cette question. Mais qu'un ex-président de la République aille derrière les barreaux ? Ben écoutez, de deux choses l'une. Si un président de la République a commis une faute qui entraîne la prison, d'abord, je ne vois pas pourquoi il échapperait à la prison, mais bien sûr que c'est choquant. Bien sûr que c'est choquant. Maintenant, s'il n'a pas commis les faits dont il a été reconnu coupable en première instance, l'appel nous le dira, eh ben, ce sera d'autant plus choquant. Voilà. On a quand même l'impression que, si on accumule les affaires, on peut remonter jusqu'à François Fillon aussi. On a parlé de terrorisme judiciaire à l'époque, avec une mesure accélératoire.
alors que la justice est Inouï, réputée inouï, lente, hein, inouï. voilà. Quand on met ça bout à bout, on voit qu'à gauche, à part l'affaire Cahuzac, il y a quand même peu d'enquêtes, ni même Mais c'est tout à fait vrai. Donc il y a une D'ailleurs, justice politique. on a Vous qui êtes magistrate, vous le savez, enfin qui avez été magistrate. on a l'exemple, par exemple, au Parlement européen, avec une enquête sur les assistants parlementaires, je crois de la même nature que celle dont a fait l'objet le Rassemblement national, chez les gens de la gauche. Oui. Bon, Du Modem aussi. Et du Modem, aussi également. Alors là, il y avait une relaxe, mais bon, finalement, il y a un appel qui n'est pas audiencé d'ailleurs. Ouais. Je le note. Ouais. Donc évidemment qu'il y a un traitement qui est différencié, évidemment. Comment ne pas le voir ? Comment ne pas le voir ? Politique. Alors moi, je ne dirais pas ça de façon générale. Il y a des magistrats politisés, c'est entendu. Il y a des syndicats politisés, c'est entendu. Enfin, quand le syndicat de la magistrature est créé en 68, dans sa déclaration de création, il indique que la politique doit venir dans les prétoires. Bon, ben, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est sa déclaration de création. Ouais. Bon, bien sûr, mais je vous assure que, par ailleurs, pour l'immense majorité des justiciables, la justice est rendue de façon aussi impartiale que possible. Eh bien, écoutez, ça nous rassure un petit peu. Merci beaucoup, Pascale Pierrat. Merci d'être venu dans cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu et que vous reviendrez encore plus nombreux pour la prochaine édition du Grand Entretien. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, portez-vous bien. À bientôt.